Bonjour à tous, je suis Alessandra Casiroli de Greenscope. Nous sommes une solution de reporting OSG leader et je m'occupe des solutions pour les entreprises et les fonds d'investissement. Je suis ravie de vous accueillir à cet atelier et je suis ravie aussi de vous présenter notre panel. Donc, je suis en compagnie de Brice Javot de KPMG, d'Alejandra Champagne de Five Arrows et aussi de Marc Christian de BNP Paribas. Donc, Brice, il est associé au sein du Centre de l'excellence chez KPMG. Il intervient dans des missions de conseil et d'assurance avec une prédominance finance durable, mais dans des secteurs variés. Il est également membre d'un groupe de travail au sein de la CNCC, qui est la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alejandra, elle est directrice développement durable au sein de Five Arrows, qui est la branche de la banque Rothschild & Co, qui s'occupe du secteur privé. Five Arrows gère 26 milliards d'actifs avec des fonds d'equity et de dettes. Ensuite, il y a Marc. Marc, il est directeur finance durable pour la clientèle entreprise en France chez BNP Paribas. Il travaille sur la feuille de route pour répondre aux enjeux commerciaux, humains et opérationnels et accompagne aussi des banquiers auprès des dirigeants ETI et PME. Donc aujourd'hui, on va parler data, que c'est un sujet majeur. En fait, au cours des différentes publications que j'ai pu observer dans ces derniers mois, il y a deux sujets qui revenaient systématiquement concernant les reporting ESG. Ces sujets sont la complexité et la disponibilité de la donnée. Le monde financier est sans doute assez avancé sur ce sujet avec l'entrée en vigueur de la SFDR, moins le monde de l'entreprise, qui en partie découvre ces sujets assez complexes avec la CSRD. Donc, ce matin, on va affronter tout ça grâce à nos intervenants. Donc, pour commencer, est-ce que, Brice, vous que vous rencontrez des dizaines d'entreprises au cours de vos missions, pourriez-vous nous faire une introduction pour nous rappeler les contextes et les enjeux majeurs en matière de collecte des données OSG? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'ai tendance à dire que le reporting, ça existe déjà dans toutes les entreprises, notamment le reporting financier, parce qu'on ne peut pas piloter quelque chose sans avoir de la donnée et puis ensuite arriver à documenter ses prises de décision. Le reporting extra-financier, il existe aussi déjà dans les entreprises depuis un certain nombre d'années, que ce soit par rapport à une ambition affirmée sur la RSE, que ce soit par rapport à des enjeux business. On voit beaucoup de groupes dans la chaîne de valeur des entreprises qui cherchent à avoir une notation, par exemple EcoVadis, qui est utilisée par rapport à des données de reporting. Et puis, comme on va le voir, je pense, dans les prochaines minutes, il y a toutes les interactions avec les apporteurs de capitaux, les apporteurs de lignes de financement, qui de plus en plus utilisent toutes ces métriques. Donc là, le reporting ESG, il existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais maintenant, il se normalise. Il se normalise pour pouvoir faire davantage de benchmarks, il se normalise pour pouvoir appréhender davantage d'enjeux, et dès lors qu'on dit qu'il se normalise, derrière des définitions normées, il y a un besoin d'avoir une collecte accrue de l'ensemble de ces données. On parle beaucoup de la CSRD, je pense qu'un grand nombre d'entre vous est, on va dire, assez avancé sur le sujet. La CSRD, dans le cadre de la normalisation du reporting extra-financier, ça va amener un grand nombre d'entreprises, grandes ETI et également petites entreprises, à communiquer de manière accrue via ce référentiel normalisé. On estime à peu près 50 000 entreprises au niveau européen dans les 5 à 6 prochaines années qui seront concernées. Et ces entreprises seront concernées réglementairement. Elles devront également rendre compte de la manière dont elles performent, si je puis dire, au niveau de la chaîne de valeur élargie. Donc ce ne sont pas que ces 50 000 entreprises, mais ça va être également l'écosystème et notamment les fournisseurs de ces entreprises et les fournisseurs des fournisseurs de ces entreprises qui devront être en mesure de récolter davantage de données. Donc pour moi, je vois 3 enjeux pour un grand nombre d'entreprises, quand bien même celles qui le font déjà sont confrontées à ces enjeux.
Le premier, c'est obtenir de la donnée sur un périmètre qui dépasse le périmètre habituel, donc un périmètre qui dépasse le contrôle opérationnel des entreprises. On parle d'une chaîne de valeur. Le deuxième enjeu, c'est d'être capable de fiabiliser cette donnée, parce qu'à un moment donné, il va falloir l'utiliser, que ce soit à des fins internes ou à des fins externes avec ses parties prenantes. Et donc, il faut que la donnée soit la plus fiable et comparable possible. Et le troisième élément, c'est ne surtout pas s'engouffrer dans du reporting pour du reporting, mais être capable de calibrer ce niveau de reporting par rapport au pilotage qui découle de l'ambition que les entreprises auront affirmée en matière de RSE. Merci beaucoup, Brice. Et ce serait intéressant maintenant que Marc, vous nous partagiez comment la BNP intègre les critères ESG dans ses procès d'analyse et de décision. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je rappelle, la finance durable, c'est un enjeu du plan stratégique de BNP Paribas sur 2025. Et on a bien commencé à transformer nos métiers pour intégrer l'ensemble des enjeux de responsabilité sociétaux et d'environnement dans nos business. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, notamment. Pour accompagner les entreprises aujourd'hui, nous cherchons à comprendre quelle est leur maturité, quelle est leur stratégie, quels sont leurs risques, mais aussi les opportunités. Et nous voulons les accompagner. Pour cela, finalement, notre stratégie d'accompagnement, mais aussi notre environnement réglementaire, nous pousse à apprécier cette maturité des entreprises. Pour cela, on a besoin des données. Pas évident. On a des données avec les grands groupes. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, sur les PME, on en a beaucoup moins. Comment nous le faisons ? Nous avons développé un outil interne. Cet outil interne, il est unique pour le groupe. C'est important, c'est-à-dire qu'il s'applique aussi bien en Amérique du Nord qu'en Asie, qu'en Europe. Comment on le fait ? En fait, on le fait sous forme aujourd'hui de questionnaires que nous avons développés. Ces questionnaires, soit on est en capacité de trouver la donnée et donc on les complète nous-mêmes, soit nous engageons la conversation avec le client. Le questionnaire, il porte aussi bien, et je vais le donner dans cet ordre-là, sur les questions de la gouvernance, sur les aspects sociaux et sur l'environnement. Et derrière, nous déterminons un profil. Mais si je vais aller encore plus loin, cette maturité, ces données, nous avons commencé à les intégrer lors de l'analyse de structuration d'opérations. Donc, si je veux parler plus clairement, de demande de crédit, notamment. Nous avons développé un certain nombre de produits comme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous cherchons à comprendre quel est le profil de l'entreprise. Dans son profil, sa stratégie. Mais aussi les éventuelles informations positives ou négatives que nous pouvons avoir sur l'entreprise ou sur ses fournisseurs, donc sa façon de travailler. Et enfin, dans ces structurations-là, nous déterminons quelle est la stratégie, quels sont les critères et quels sont les objectifs. Donc, on est déjà, et je rencontre beaucoup de clients qui ne s'en rendent pas compte, déjà dans une intégration de ces données, de ces analyses. Donc, si je fais un parallèle, finalement, les entreprises ont l'habitude de nous communiquer leur bilan financier. Aujourd'hui, nous commençons à leur demander de nous communiquer leur rapport de durabilité ou les informations qui nous permettent de les aider et de nous aider à voir comment nous pourrons les accompagner demain. Et aussi, quand on parle reporting, il faut être sincère. Il y a très souvent l'idée des contraintes qui est associée à l'image du reporting. Donc, comment Five-Arrows, en tant qu'investisseur, s'assure de l'utilité de la collecte de données au-delà du pur exercice réglementaire? Alors, pour Five-Arrows, donc bonjour à toutes et à tous, pardon. Pour Five-Arrows, je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment d'utiliser ces données, comme disait Brice avant, pas juste pour faire du reporting, et pas juste pour le plaisir de faire du reporting et répondre, même si c'est très important de le faire, mais vraiment d'exploiter ces données, pas uniquement pour nous, mais aussi pour les rendre disponibles et utiles aux entreprises dans lesquelles on investit. Donc, on a, nous, par exemple, des fonds dans lesquels on est actionnaire majoritaire. On a des membres de l'équipe Five-Arrows qui est assis
dans le board de l'entreprise. C'est donc clé pour ces personnes-là qui sont dans des positions de prise de décision importantes, du coup, au sein des entreprises, de savoir où est-ce qu'elle est, cette entreprise, en termes de maturité. Et du coup, à chaque fois qu'on envoie des questionnaires avec des centaines de questions par an à nos entreprises, il faut quand même leur donner aussi une carotte à la fin et leur dire, en fait, certes, vous faites cet exercice, c'est une obligation réglementaire de notre part parce que SFDR, c'est CSRD pour eux peut-être parfois, mais en fait, c'est surtout parce que ça va vous servir, vous, à savoir où vous en êtes. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment l'utilisation de ces données. Pour vous donner un cas un peu concret, 5 Arrows par exemple, on a à peu près 1600 entreprises dans le portefeuille, donc ça fait beaucoup. Beaucoup de données aussi à traquer et globalement ce qu'on décide de faire, c'est se focaliser sur les entreprises dans lesquelles on a le plus de levier, le plus de pouvoir d'engager avec ces entreprises. Ça nous réduit quand même à peu près 200 entreprises dans le portefeuille. C'est ces entreprises-là, ou j'ai envie de dire organisations-là, qui participent à notre campagne de reporting annuelle. Et on s'engage systématiquement à pouvoir donner du feedback à chacune de ces entreprises qui ont participé au reporting. Merci beaucoup, Alejandra. Et Brice, vous rencontrez beaucoup d'entreprises qui ont des niveaux de maturité différents sur ces sujets ESG. Quelles sont les difficultés récurrentes ou majeures que les dirigeantes, les directeurs vous partagent à ces sujets? J'étais en train d'essayer de trouver des histoires pour l'illustrer, d'histoires concrètes d'entreprises. La première fait écho à ce que mentionnait Alejandra au niveau de tout ce qui était non pas du reporting pour du reporting, mais du reporting pour la protection de la marque ou du reporting pour levier pour de la création de valeur future. Attention, je ne parle pas uniquement de valeur environnementale, économique ou extra-financière, je parle de la valeur purement économique de l'entreprise. La RSE, elle est là avec le reporting pour pouvoir aider à mieux piloter la viabilité, in fine, de l'entreprise au niveau de sa chaîne de valeur. Première histoire, un groupe de retail qui se source notamment en Inde et en Asie du Sud-Est et qui se disait moi je pense que j'ai un impact sur la biodiversité. Bon, elle le pense, mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore de méthodologie complètement concrète, arrêtée, ou encore différentes méthodologies qui s'opposent, et surtout un manque flagrant de data pour arriver à quantifier cet impact, pour savoir s'il est important, très important, et comprendre également quels sont les leviers d'influence et d'action que l'entreprise peut mettre en œuvre pour essayer de juguler cet impact qui se traduira par des actions concrètes ou non, dépendant de l'ambition, encore une fois, affirmée par le top management. Donc là, un grand nombre d'entreprises se trouvent liées à la complexité de récupérer de la data qui leur échappe, puisqu'étant très en amont sur la chaîne de valeur, ou en aval, par exemple, sur des changements d'habitude de consommateurs par rapport à leur portefeuille de produits affirmés verts ou RSE. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que sans la data, on ne peut pas qualifier l'impact, et donc on ne peut pas instruire une politique et un plan d'action adéquat. Deuxième complexité, je donne l'exemple d'un grand groupe de télécommunications qui a indexé l'intéressement de ses top et middle managers, donc il y avait une population d'à peu près 6000 personnes, sur l'atteinte ou non de ses objectifs en matière de décarbonation. Quand on calcule les émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas à l'euro près, on a des incertitudes qui sont liées à différents postes d'émissions qui composent ces émissions globales. Et donc lorsqu'au board est arrivé, on pense qu'on a atteint nos objectifs à plus ou moins 30%, alors que finalement la réduction demandée était de 5%, ça a généré des crispations. Parce que typiquement, les organes de gouvernance ne sont pas encore complètement sensibilisés à appréhender la complexité, mais également le fait qu'il y a de l'incertitude qui est inhérente à ces données RSE. On a beau le normaliser, les datas sous-jacentes qui sont hétérogènes ont du mal à pouvoir être les plus normées possibles. Ou en tout cas, il va falloir attendre un certain nombre d'années, et encore plus avec des enjeux qui sont naissants, tels que l'eau, la biodiversité, ou encore d'autres enjeux liés aux droits humains dans la chaîne de valeur. Troisième histoire, je prends un groupe qu'on accompagne, là c'était dans le luxe. On fait une analyse préalable de la CSRD et on fait une présentation
au niveau d'un comité de pilotage, il y a le directeur général, il y a le directeur RSE, il y a le directeur financier, la directrice juridique, directeur ou directrice communication et autres. Grosso modo, on a tout le COMEX autour de la table. On montre tous les éléments qu'il faut récolter. Et puis, le PDG dit, bon, bah, très bien, il n'y a plus qu'à. Il regarde toute la salle, il n'y a plus qu'à. Et toute la salle se regarde en même temps en se disant, bah, mince, en fait, on est tous plus ou moins contributeurs, on est tous plus ou moins en charge de la validation, mais il va falloir vraiment que l'on pose un réel processus pour savoir qui collecte quoi, à quel niveau, avec quelle vérification locale, qui consolide quoi, avec quel outil, quel système de contrôle et d'audit interne, qui va in fine être responsable de la qualité des données devant le conseil d'administration, devant le comité d'audit, devant le comité RSE, et qui aura la responsabilité de bien structurer cette histoire en equity story pour pouvoir en parler avec notamment son pool bancaire et ses investisseurs. Donc là, il y a une dernière complexité, c'est la gouvernance par rapport au processus qu'il va falloir mettre en place, non seulement pour pouvoir mettre en place le reporting, mais ensuite pour que ce reporting perdure dans le temps de façon la plus automatisée possible, la plus fiabilisée possible et le plus vecteur de sens possible pour l'ensemble des strates managériales de l'entreprise. Merci beaucoup. Et en fait, au-delà de tous ces sujets d'acculturation, surtout au niveau de la gouvernance, Marc, vous qui vous êtes déjà très avancé sur la CSRD, quels conseils vous donneriez aux acteurs qui ne sont pas encore soumis à cette directive? En fait, on parle beaucoup de données, de reporting, depuis tout à l'heure, mais pour faire quoi? Et je pense qu'il faut revenir à la base. Et dans le dirigeant d'entreprise, en fait, il faut qu'il comprenne qu'il doit intégrer ces enjeux d'environnement de société pour voir comment il rend son business model durable. Et il doit le faire avec ses parties prenantes. Et après, une fois qu'il aura déterminé ces enjeux, il verra comment il va communiquer et quel reporting il va faire. Donc, c'est vraiment un sujet de stratégie d'entreprise. Et il ne faut surtout pas le prendre comme un sujet de reporting. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent passer du DPEF au rapport de durabilité CSRD. Donc le vrai conseil que l'on peut avoir, c'est que tout le monde est concerné par cette évolution et par la chaîne et les parties prenantes. Donc deux exemples. Je vais faire comme Brice. Directeur des achats d'un très grand groupe international qui nous approche et qui nous disent, voilà, nous avons grosso modo 30 000 fournisseurs PME. Nous voulons les engager dans une trajectoire de décarbonation et un alignement sur les 1,5 degrés. Comment on s'y prend? Comment vous pouvez nous aider? Et il disait, la PME qui fait 5 millions dans le centre de la France, finalement, si demain elle ne s'y met pas, elle ne pourra plus être un fournisseur pour moi. Et pourtant, elle dépend de moi et je dépends d'elle. Comment on fait? Le deuxième point, j'ai envie de vous donner un cas pratique, mais une PME, 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un dirigeant, il est dans la blanchisserie industrielle. Et quand on l'a rencontré, finalement, on lui a dit, mais c'était quoi le point de départ? C'était quoi le point qui vous a fait réfléchir? Et tout d'un coup, il me répond, c'est ni une question de risque, ni une question d'opportunité. Pour moi, j'ai tout d'un coup découvert que c'était une question de survie. Et comme moi, ma responsabilité, c'est la durabilité, sans jeu de mots, de l'entreprise et l'employabilité de mes collaborateurs, finalement, c'est devenu naturel. Donc pour ceux qu'on rencontre, il y en a encore beaucoup qui disent « Oui, mais je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens. » J'ai envie de dire deux choses. Un, il faut commencer le plus tôt possible. Deux, se faire accompagner. Et il y a différents types d'accompagnement. Et il y en a pour tous les types d'entreprises. Ça, c'est très, très important. Et puis, enfin, Brice, tu l'as dit, mais à la fin, c'est un impact sur la valorisation de l'entreprise. Sur la valorisation de la croissance, de la rentabilité de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc vraiment, le conseil, c'est la gouvernance. Ça doit être porté par le dirigeant d'entreprise. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'ESG, mais j'ai commencé par la gouvernance. Et le deuxième, c'est essentiel, c'est d'arriver à mobiliser, en fin de compte, ces équipes. Et quand on dit mobiliser, c'est aussi leur dégager parfois du temps pour se consacrer en partie à ces sujets.
Ces sujets d'anticipation est sans doute décisif. Et quel conseil, côté Five Arrows, vous donneriez toujours à ces entreprises qui ne sont pas soumises, donc elles hésitent peut-être à se mettre dans cet exercice? Je pense que la première recommandation que j'ai, c'est pas uniquement pour les entreprises d'ailleurs peut-être, mais c'est vraiment de manière plus large. C'est ne vous laissez pas en groupe vous perdre ou ne vous perdez pas dans le vortex du reporting, parce que c'est vrai, ça peut être très chronophage et globalement, si on revient au tout début dans ce qu'on disait, on est là vraiment pour protéger et créer de la valeur financière des entreprises. Et du coup, ça passe effectivement par peut-être un reporting, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est là vraiment pour avoir un impact, en fait, pour avancer. Donc il faut pousser les barrières aussi. C'est peut-être ma deuxième recommandation, c'est essayer d'innover dans vos produits, dans vos services, essayer d'ancrer le plus possible la sustainability, le développement durable, au cœur métier, au business plan de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez surfer une vague qui est dans votre marché, par exemple, avec tout ce qui est rénovation énergétique, par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez vous différencier avec vos concurrents? Comment est-ce que je peux, en gros, développer plus de chiffres d'affaires qui sont liés au développement durable? Ça, pour moi, c'est la clé, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs, en gros. Donc, ne vous laissez pas perdre trop dans cet exercice de vortex. Ça passe aussi, du coup, un peu à ce qu'il disait Marc et Brice, c'est que l'organisation, la gouvernance et le qui fait quoi quand, c'est clé pour toutes les entreprises. Moi, je suis personnellement dans un questionnement existentiel presque permanent de me dire, en fait, quel est mon rôle? Quel est le rôle de mon équipe développement durable au sein de l'organisation? Est-ce qu'on est là pour coordonner? Est-ce qu'on est là pour contribuer? Est-ce qu'on est là en tant qu'expert? En fait, c'est vraiment super intéressant si vous faites l'exercice de regarder sur une année où est-ce que vous avez passé le temps, dans quel type de tâches. Et après, essayer de voir, OK, est-ce que sur cette tâche, c'est vraiment ça le rôle que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est le rôle d'une équipe sustainability, par exemple, de faire un peu la police et venir contrôler tout? Est-ce que je suis là plutôt pour qu'on m'appelle au cas où, je sais pas comment répondre à une question et du coup, je deviens plutôt l'expert? Et il n'y a pas une réponse commune à tout. En fait, ça dépend juste de la tâche en question. Et on se rend compte que les équipes sustainability, en tout cas, deviennent des couteaux suisses dans une entreprise. Et en gros, on a vraiment besoin de savoir comment est-ce qu'on va se partager ce type de tâches avec le risque, avec la compliance, avec la finance, etc. Et est-ce que vous voyez aussi des solutions dans votre quotidien qui pourraient faciliter cette tâche, par exemple, au niveau des outils pour, par exemple, dégager du temps pour des tâches plus stratégiques? Alors oui, donc effectivement, suite à cet exercice de où est-ce que je passe le plus de temps, globalement, on est en train de chercher des solutions. Évidemment, après avoir fait cette analyse de quel est mon rôle sur cette tâche, est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que j'ai envie de le déléguer? Et je pense que typiquement sur le reporting, ma conclusion, en tout cas, c'est très particulier peut-être au contexte de Five Arrows, mais comme on a les 1600 entreprises dans le portefeuille, on peut être submergé en fait sur le reporting. On passe à peu près 60% de notre temps là-dessus. Donc ça c'est globalement une personne à part entière en fait dans mon équipe qui est dédiée presque à ça toute l'année. Problème de rétention aussi du coup à l'avenir. Et donc je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions. Je regarde, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie des solutions qui sont très intéressantes pour nous, pour optimiser ce côté du reporting, passer moins de temps. Je pense qu'il faut aussi trouver des moyens peut-être plus automatiques à faire des contrôles, des tests de cohérence pour fiabiliser la donnée.
Les outils, évidemment, c'est indispensable. Donc voilà, c'est un peu ces... Je partage votre point de vue qu'en fait, c'est dommage que la mission d'une équipe OSG soit raconter ce qui a été fait sans avoir le temps concrètement d'agir. Si je peux préciser, nous avons commencé à tester l'IA dans nos outils, dans l'analyse et la lecture des rapports de durabilité. Ça fonctionne bien, je le dis, même si pour l'instant l'information n'est pas structurée. Et on voit qu'un certain nombre d'entreprises l'utilisent aussi, parce qu'une entreprise a beaucoup de données déjà, a beaucoup de rapports, et en fait, dans la mise en forme, dans la concentration, dans la récupération de la donnée, c'est des outils qui fonctionnent bien et qu'on a déjà vu bien fonctionner. Et Brice, si une petite entreprise, par exemple, voulait commencer, elle n'a pas encore une équipe OSG dédiée, il n'y a pas encore d'experts, il commence à découvrir ces sujets, selon vous, par où faut-il démarrer? Alors, en se faisant accompagner, hein. Non. Si. C'est Marc qui l'a dit. Moi, je peux le dire. Non, on en revient encore à la même chose. Vous allez dire, c'est pas un débat parce qu'on est assez alignés sur les positions. Il faut déjà se fixer le niveau d'ambition, hein, tout simplement. Puisque si jamais le niveau d'ambition, c'est juste d'avoir une simple conformité réglementaire et de pas trop déranger l'organisation, ben, on va in fine avoir un peu moins de moyens mis en œuvre, et puis on va in fine ne pas forcément recruter ou dégager du temps aux mêmes personnes que si le niveau d'ambition est beaucoup plus large en termes de portée business. Il y a 2 jours, on avait un séminaire avec des managers, auditeurs et advisors de KPMG, mais qui ne connaissaient pas trop l'ESG. Et au début, ils me regardaient en disant « Bon, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter, celui-là ?» Et je raconte toujours des histoires, mais je leur ai sorti 2 histoires pour qu'ils arrivent vraiment à cranter ça. Je leur disais, en termes de protection de valeur, je prends l'exemple d'un groupe qui se source en Inde. En Inde, il fait 20 jours de chaleur extrême par an. Et donc, il y a une rupture des différents produits. Lorsqu'on projette avec le changement climatique, ça va être 60 jours de chaleur par an. Eh bien, le fournisseur qui fournit plusieurs clients, in fine, il va se trouver avec l'opportunité de choisir son client. Et donc forcément, ça veut dire que le produit sera plus cher si jamais on ne se pose pas la question en avance de phase pour pouvoir soit réindustrialiser, soit changer son fournisseur. Si jamais il est changeable. Ça, c'est aussi un autre sujet avec les fournisseurs critiques. Et donc typiquement, là, on est plus dans un pilotage du risque, un pilotage de la marge, tout simplement. Ça va coûter plus cher, il y aura un peu plus de rupture des matières premières, et donc forcément, sa bottom line, elle va prendre un coup. Deuxième exemple, pour pouvoir justement montrer la création de valeur, et je vais revenir sur le faire descendre au bon niveau. Typiquement, ce fournisseur est un fournisseur critique. Qu'est-ce que l'on fait? On peut très bien lui fournir une avance de trésorerie de 2 ans, au risque de se prendre une claque au passage par le directeur financier en disant qu'est-ce que tu fais avec ma trésorerie? Mais en même temps, ça permet au fournisseur d'investir lui-même par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, et donc de diminuer des risques de rupture, d'avoir une relation privilégiée, de renforcer la qualité des produits, et donc in fine de permettre à l'entreprise de ne plus avoir à sourcer en prix spot marché lorsqu'il y a une rupture d'approvisionnement, et ou être capable de réduire ses coûts de SAV parce que le produit sera plus qualitatif. Donc là, de la même manière, on est en train d'accroître la bottom line et d'accroître la top line. Je donne un dernier exemple par rapport à la supply chain parce que c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement prégnant dans le reporting. L'exemple d'une société de cosmétiques de grande taille qui, pendant le Covid, s'est dit, contrairement à ses différents pairs, je ne vais pas changer l'approvisionnement sur des produits qui ne sont pas de première nécessité, alors que tous ses concurrents avaient arrêté ça. Donc pour faire cela, il a fallu quand même débourser du cash, il a fallu acheter de la place supplémentaire par rapport à ses stocks de produits qui ne pouvaient pas être délivrés. Mais lorsqu'il y a eu la reprise post-Covid et une rupture en demande de la part des fournisseurs, ces fournisseurs se sont souvenus de lui. Et cette entreprise a pris 35% de part de marché sur la distribution des produits non première nécessité. Donc là, il y a un accroissement assez flagrant de la top line. Pourquoi et comment ces actions ont été prises en considération? Parce que c'était redescendu au niveau des achats. Ce n'était pas resté au niveau de la gouvernance haute.
Et donc pour pouvoir redescendre au niveau des achats, ça nécessite de pouvoir positionner qui doit obtenir la donnée avec quel système d'information, qui ne seront pas des systèmes d'information disponibles au niveau de la direction RSE, mais peut-être via des outils, des systèmes d'information directement en front avec les achats et les différents fournisseurs. Donc tous ces éléments pour dire que quelle que soit la taille de votre entreprise, il faut déjà positionner le curseur en matière d'ambition. Une fois que vous avez positionné le curseur, il faut arriver à se dire sur quoi j'ai des enjeux, sur quoi je reporte pour que ça serve à du pilotage, entre autres. Et pour cela, se dire comment j'arrive à faire un système qui soit le plus unifié possible. Il n'y a pas de solution IT qui répond à ces process, qui arrive à tout faire actuellement. Il y a beaucoup de briques qui existent et ce n'est qu'en pensant au processus cible de remontée de l'information que vous allez pouvoir commencer à vous poser des questions sur la stratégie data, et également la stratégie d'évolution de l'architecture des systèmes d'information sous-jacents, avec peut-être des solutions existantes qui doivent évoluer à la marge, peut-être des solutions tactiques en attendant que le marché se structure, ou, le cas échéant, des achats et des recommissionnements de certains outils. Donc les systèmes d'information et data découlent beaucoup de la gouvernance, et je parle trop. Désolé, Alejandra. Non, je voulais juste compléter que c'est donc clé que les systèmes d'information soient connectés entre eux, en fait, qu'on puisse pas avoir des silos entre les types de données qui sont utilisés par les fonctions achats, par exemple, et les types d'outils qui sont utilisés pour le pilotage des risques physiques climatiques, par exemple. Donc vraiment important que tout soit accessible un peu ou connectable. Je rajoute une dernière histoire et après je laisse le micro, désolé. Une autre boîte de cosmétiques, pour pouvoir illustrer ce que tu viens de dire, il y avait la fonction achat et la fonction living wages qui s'étaient dit, moi pour ma stratégie de gestion de mes fournisseurs, je veux être sûr qu'il y ait un salaire minimal. Donc ça a une vertu, c'est très bien, ça permet de renforcer tout ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc ils ont augmenté le niveau de vie d'un certain nombre de leurs fournisseurs, notamment en Afrique. Et puis quelques mois après, ils ont eu une alerte de la part de l'équipe RSE qui s'est dit on ne comprend pas, là où on a nos principaux fournisseurs, on voit une détérioration extrêmement forte de la biodiversité parce que les gens rasent les forêts primaires. Et en fait, ils ont commencé à faire la corrélation en bridgeant les datas, en se disant en fait, vu qu'on augmente le niveau de vie, ça induit de meilleurs emplois directs, indirects et induits, et donc forcément les gens se sédentarisent beaucoup plus, et donc ils commencent à se développer, et pas de chance, ils habitent à côté de forêts primaires, donc ils les rasent pour pouvoir construire de quoi vivre et étendre leur activité économique. Et donc en faisant le lien avec ça, maintenant ce qu'ils font, c'est que oui, ils continuent de conserver ces hausses de salaire ou ces salaires minimales, mais en même temps, ils ont pris également des engagements avec des experts en agroforesterie de manière à pouvoir contribuer à un développement local qui arrive à contenir la réduction de l'impact environnemental. Et il n'y a que en étant capable de mixer ces données qui peuvent provenir de différents systèmes d'information et d'avoir des personnes qui sont suffisamment prises de recul, que ce soit du contrôle de gestion au niveau de la direction, pour pouvoir se dire, tiens, il y a un transfert d'impact, et dans un monde contraint où tout est affaire d'arbitrage, il va nous falloir être au courant de cela pour pouvoir agir en connaissance de cause, en lien avec nos valeurs et nos stratégies RSE. Merci beaucoup à tous les trois pour vos retours d'expérience. Au regard de tous les enjeux qu'il y a, si on devait résumer, je pense qu'il y a 3 enjeux qui sont clés. Premier, embarquer la gouvernance et aussi les parties prenantes. Parce que, comme vous avez très bien dit, on est toujours soit fournisseur, soit client d'une entreprise qui est concernée par la CSRD. Donc, il faut commencer la démarche. Après, comme deuxième aspect, ce serait d'identifier les bons profils, que ce soit des profils techniques ou des chefs de projet qui coordonnent tous les processus pour bien contribuer à la collecte des données. Et ensuite, troisième point, des systèmes d'information robustes pour gérer efficacement cet afflux de données qui arrive. Donc, chez Greenscope, en fait, nous aidons les entreprises et les fonds d'investissement à simplifier, mais aussi à renforcer la collecte et l'analyse des données ESG.
Et de mon côté, je serais ravie de vous en dire plus au cours de la journée si vous voulez passer à notre stand. Et surtout, information, on va faire un goûter à 16h avec du champagne, si ça vous intéresse. Et on a peut-être encore quelques minutes. On pourrait faire des questions-réponses du public, si vous en avez. Merci, bonjour. Ma question s'adresse à Brice Jabot. Vous avez évoqué tout à l'heure la gouvernance autour du projet CSRD. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Parce que je pense que c'est un point clé sur lequel beaucoup d'entreprises se posent la question, enfin beaucoup de questions aujourd'hui. Comment on embarque toutes les fonctions que vous avez évoquées? Voilà. Si vous avez des exemples, je suis preneuse. Histoire. Et je laisserai Marc et Alejandra réagir. Je considère qu'il y a déjà la notion de gouvernance, c'est un concept qui est relativement flou pour beaucoup de monde. Moi, j'essaie déjà de distinguer la gouvernance exécutive, donc les fonctions régaliennes de l'entreprise pour pouvoir prendre les décisions, et puis la gouvernance en matière de reporting. Le but du jeu, c'est que ce soit le plus aligné possible, mais dans ces nouveaux projets CSRD, la gouvernance en matière de reporting peut être sensiblement différente de la gouvernance exécutive qui, elle, va utiliser ces données qui en émanent. Ensuite, gouvernance pour mettre en place le projet. Si vous ouvrez le capot de la CSRD, il y a de la data dans tous les sens. Et ça arrose toutes les fonctions. Et donc, fondamentalement, c'est un réel projet d'entreprise où il va falloir se dire qui je mets autour de la table en termes de contributeurs et qui je mets en tempo pour pouvoir être sûr que le projet avance. Et en général, dans les entreprises, ça tombe généralement sur la tête de 2 personnes. En général, sur la tête du directeur ou de la directrice RSE, si elle existe, pour pouvoir être sûr de bien appréhender la complexité de ces éléments liés à la CSRD. Mais j'aurais tendance à dire que si ça ne fait que ça, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Parce que finalement, ça nécessite de la bande passante. Et en général, le directeur RSE, même s'il a les velléités de beaucoup avancer dans sa stratégie, il est noyé sous des dizaines et des dizaines de questionnaires. Et donc, il a comme une grosse partie de son temps qui est déjà consacré à faire du reporting. Donc, si on lui dit en faire un en plus, c'est assez délicat. Et surtout, lorsqu'on regarde la CSRD, on en vient à ce que disait Marc tout à l'heure. On veut bridger le capital financier avec le capital extra-financier. On veut être sûr que lorsque l'on prend des engagements extra-financiers, qu'ils puissent être rapprochés des engagements stratégiques moyen terme de l'entreprise. Et lorsque l'on prend des décisions qui découlent de l'engagement stratégique moyen terme de l'entreprise, que ça soit bien aligné ou que ça ne détériore pas les engagements extra-financiers. Et il y avait un client qui m'avait dit « Moi, je sais qui est le gardien du temple quand il s'agit d'avoir une donnée de qualité. C'est le directeur financier. » Et donc, en général, on voit dans ces gouvernances projets un mode bicéphale qui se met en place. Ça permet d'avoir des sponsoring un peu plus hauts, toujours corrélés au niveau d'ambition. Ça permet également de leverager sur, s'ils existent, des comités RSE pour la stratégie, des comités d'audit, entre autres pour la robustesse des systèmes d'information et de la fiabilité de la data qui en émane. Et ça permet de commencer à se dessiner, pour moi, la gouvernance opérationnelle cible qui est différente de celle en mode projet, qui est in fine comment va circuler la data. À la fin des fins, on se dit, bon, il faudrait que ça émane du directeur financier, que le directeur RSE puisse utiliser ces données-là pour vraiment piloter l'exécution de sa trajectoire ESG. Mais là où il y a un carnage dans les entreprises en ce moment, c'est lorsque l'on se dit qui va saisir la donnée en bas. Par exemple, la donnée RH, est-ce que c'est le directeur des ressources humaines ou le contrôleur RH, ou est-ce qu'il faut le contrôleur de gestion au niveau financier pour être sûr que ça circule dans les bons tubes, les bons systèmes d'information qui ont été choisis. Et donc vous voyez dans les entreprises beaucoup de demandes de recrutement qui émanent de toutes les directions si la communication n'a pas été bien faite dans le cadre de ces projets, en disant attendez, on fait un dry run et après on se met en place sur la cible et on regardera ce qui en découle. Et pour cela, ça nécessitera dans tous les cas des modifications petites ou majeures dans les fiches de poste des personnes qui sont existantes au sein des entreprises, voire des recrutements dédiés, que ce soit au niveau controlling ESG, au niveau stratégie ESG, etc. etc. Et ça permettra, et là c'est mon humble avis, de libérer le directeur RSE pour qu'il puisse être beaucoup plus en lien avec la stratégie, un petit peu moins en lien avec le reporting.
Merci. Je vais juste compléter sur une petite anecdote que je trouvais très sympa. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a parlé, en gros, le CFO avec la CSRD, en fait, on va arrêter de l'appeler CFO. C'est pas un Chief Financial Officer, ça va devenir un Chief Value Officer. Et ça fait complètement écho, du coup, avec le titre de Pro Durable cette année. C'est que vraiment, ces fonctions-là doivent aussi évoluer pour pouvoir mieux comprendre du coup comment est-ce qu'on intègre vraiment l'ESG dans la valorisation. Vous avez parlé de données et d'interdépendance de ces données, de les mixer, donc il y a de la modélisation. Je parle même, il y a la CSRD, mais il y a aussi les bilans environnementaux, socio-environnementaux à venir. Moi, j'y travaille sur ce sujet-là. Et là, ma question précise, donc on pourra reparler de ces sujets-là plus tard. Ma question précise sur les données, c'est est-ce que vous allez promouvoir les initiatives collectives pour une intelligence collective pour aller chercher la donnée auprès des associations de préservation de l'environnement, notamment sur les données relatives à la biodiversité. C'est une question courte et pour être plus longue, mais je suis sûr, je voudrais savoir s'il y a déjà la BNP Paribas, je suis ici du secteur financier aussi, je voudrais savoir si aussi dans les cabinets de conseil, vous avez des startups, quelle est votre vision et quelles sont vos actions, vos initiatives actuelles? Alors oui, nous les favorisons et nous les recherchons. Pour une très simple raison, c'est que il faut qu'on essaye de récupérer la donnée et de ne pas forcément aller la demander à nos clients et de ne pas le solliciter. On a parlé de tous les questionnaires, etc. On a un peu avancé avec l'Association française des banques pour qu'on n'ait pas tous un questionnaire différent, etc. On n'y est pas encore. Mais oui, on le favorise et cet enjeu de récupération de la donnée publique, de toutes les initiatives de ce type-là, c'est quelque chose que nous recherchons. Par contre, quelle est la donnée? Où est la source? Quelle est la fiabilité? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas l'utiliser? Ça, c'est des sujets qui sont très importants parce que même quand on regarde sur les bilans carbone, sur les émissions, finalement, vous pouvez ne pas avoir la même fiabilité de la donnée en fonction de tel mode de calcul, de tel opérateur, etc. Donc le marché se structure un petit peu, mais oui, nous considérons qu'il faut absolument favoriser ce type d'initiative. De notre côté, en tout cas, d'après la taille de Five Arrows et le nombre d'entreprises qu'on a dans le portefeuille, effectivement, et aussi l'accès qu'il y en a parfois à ces entreprises, parce on est parfois des investisseurs dans des fonds qu'elles investissent dans des entreprises, donc on n'est pas en direct contact avec les sous-jacents. Globalement, on a pris une approche un peu pragmatique où on essaie de dire, OK, là où j'ai accès, j'essaie de collecter les données le bottom-up, le plus possible, vraiment d'aller... et surtout de empower les entreprises pour que ce soit elles, en gros, oh là là, l'anglais, le owner, les propriétaires des données. En revanche, si jamais il y a des trous dans la raquette, et malheureusement il y a beaucoup de trous dans la raquette encore, et il nous manque beaucoup de données, on fait des analyses, ce qu'on appelle top-down du coup, et là on utilise du coup des bases de données qui sont accessibles pour la partie biodiversité par exemple, on va utiliser encore probablement, qui nous permet du coup de faire une analyse de biodiversité de tout le portefeuille, et j'espère du coup que ça nous donnera effectivement une espèce de heat map. Quelle horreur! Pardon pour l'anglais. Et du coup, on va pouvoir voir où ils ont les zones rouges et après aller chercher des données peut-être plus concrètes, plus fiables. On fait exactement la même chose pour la partie empreinte carbone. On fait des analyses et on publie d'ailleurs, avec évidemment expliquant la méthodologie qu'on a utilisée, mais on utilise des bases de données avec des facteurs d'émission qui nous permettent de calculer l'empreinte carbone de tout le portefeuille avec juste les chiffres d'affaires pratiquement de l'entreprise et le pourcentage des entreprises que nous, on détient. Je rajoute deux éléments. Quand on regarde comment la réglementation avance, surtout au niveau européen, je dis qu'un sujet est important, je laisse tout l'écosystème réfléchir à cela, je regarde comment ça se stabilise et ensuite je légifère en disant c'est ça la méthode.
Donc dans tous les cas, il faut ces différentes initiatives, que ce soit parce que les entreprises ne sont pas capables de développer ces propres méthodologies. Ces sujets sont complexes, interconnectés, il faut avancer avec humilité et essayer de regarder tous les étalons qui se créent. Après, le point de marque est extrêmement important. J'en discutais avec une compagnie d'assurance la semaine dernière qui a beaucoup avancé sur l'impact biodiversité. Il nous disait la métrique, elle ne va pas dans le sens qu'on veut. Pas parce qu'elle n'est pas performante, mais pas dans le sens de ce que l'on recherche réellement pour la mesure d'impact. Donc elle est imparfaite, on va l'utiliser pour nos modèles internes, mais on ne veut pas communiquer tout de suite en externe dessus parce qu'on pense qu'il va y avoir d'autres méthodos qui pourraient émerger. Et en cela, des coalitions sectorielles pour pouvoir co-investir sur ce sujet-là, voire même des coalitions sectorielles avec leur chaîne de fournisseurs, ne peuvent que, pour moi, contribuer au chemin public pour pouvoir faire avancer le sujet et avoir des méthodos et des métriques qui, in fine, avec la réglementation, serviront de normes pour que les entreprises puissent bien communiquer et agir en conséquence de cause. Vous ne parlez pas des territoires, très bien, super. En revanche, vous ne parlez pas du tout des territoires, des régions et des ONF. Quel est, selon vous, le rôle qu'elles peuvent avoir, toutes ces institutions, je ne parle même pas des associations, WWF, etc. Elles peuvent avoir plusieurs rôles. Alors, déjà, il y a un premier rôle, c'est faire pression au niveau des institutions publiques pour qu'elles utilisent également ces données pour pouvoir intégrer dans leur cahier de charges. Quand on discutait il y a quelques semaines, on se disait qu'il y avait une recommandation qui avait été faite par le Sénat français d'utiliser des données de la CSRD pour les appels d'offres publics, typiquement. Donc je pense qu'elles peuvent faire beaucoup pression pour agiter l'écosystème local. Et la deuxième chose, c'est être capable de fournir des datas avec une meilleure précision que la data à un niveau national ou encore plus agrégée pour pouvoir permettre de mieux piloter au niveau des entreprises qui seraient des PME et qui seraient des ETI et qui, pour elles, ont besoin d'évaluer leur impact à un point de vue de granularité très, très local. Merci beaucoup à tous les trois. C'était super intéressant. J'étais ravie d'être avec vous à cet atelier. Et je vous remercie tous d'être venus. Et j'espère vous voir plus tard dans l'après-midi. Merci.